Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va reparler à froid de la victoire de Ripple contre la SEC en procès. On va en reparler parce que le jugement évoque certaines nouvelles choses à venir et du coup, je pense qu'il faut comprendre les tenants et aboutissants de tout ça pour tout simplement avoir une bonne spéculation. Spéculer, c'est regarder, spéculer, c'est s'informer, ça vient de spectateur et donc du coup, on va rentrer vraiment dans le détail ici de ce jugement pour tout simplement avoir une idée de ce que ça peut nous donner sur les alts, au moins dans un futur proche. Donc ça va être ça le sujet de la vidéo. On va quand même faire l'analyse technique avant, comme d'habitude. Alors hier, on a cette belle bougie sur BTC, due au jugement de la SEC, mais également au bon CPI qu'on a eu le 12. Ici, on s'extrait de cette structure en triangle par le haut, donc ça c'est une bonne chose. Ça sous-entend déjà qu'on invalide l'idée d'un top en diamant qu'on avait mis en avant et qui était tout à fait possible, et ça sous-entend que on tient pour le moment la 4 heures qui est ici. Donc ça c'est une chose vraiment assez importante. On peut supprimer celle qui était là. Elle a désormais été cassée et on va aller voir dans les time frames un petit peu inférieurs ce qu'il se passe. Pour le moment, on a un rejet en haut de range. Il fallait s'attendre bien évidemment à ce que ici en haut de range, enfin en tout cas sur cette borne-là, on ait un premier rejet bien évidemment. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que on a repris un niveau 4 heures qu'on n'arrivait pas à passer à ce stade, c'est-à-dire qu'on a fait la première partie du boulot. Sous-entendu, ce niveau-là, là en 4 heures, a été désormais dépassé et il a été, on va dire, invalidé. En tout cas, il n'a pas repoussé le prix. Vous voyez ici qu'on ne faisait que des mèches au-dessus du niveau orange et désormais on a réussi à ouvrir et fermer une bougie en UT 4 heures au-dessus de ce niveau. Donc ça c'est une très bonne chose. Ensuite on avait un niveau daily juste au-dessus qui est celui-ci, et on aura des réponses ici sur une ouverture-clôture au-delà de ce niveau-là, dans la journée en fait. D'ici, vous le voyez ici, on a une journée qui est plutôt baissière. Si jamais on reclôture en deçà des 31 000, en gros, on n'a pas cassé ce niveau en daily qui était tout en haut de ce point-là. Donc ça, c'est à bien comprendre. Pour le moment, on était en train de galérer à attaquer ce pic-là. On n'y arrivait pas. On prenait juste la liquidité au-dessus, etc. Et on va avoir la réponse d'ici ce soir, d'ici la clôture. Est-ce que ce niveau-là est également lui-même fermé ? Donc ça, c'est les choses importantes à comprendre dans les grosses UT. Le 1 heure, pas grand chose à dire. La structure est plutôt jolie, cette structure de correction. Ça sous-entendrait peut-être que si jamais on devait former un flag comme ceci, on aurait une nouvelle correction ici vers le bas du flag, potentiellement ici se retrouver quelque part vers les 30 800, faire une mèche pour éventuellement recasser derrière cette structure-là, qui est une structure 1 heure de distribution. Donc ce qu'on va surveiller, c'est bien évidemment ça, c'est-à-dire qu'en niveau 1 heure, je me mets d'une bougie bleue à une bougie bleue, vous le voyez. Si ça casse tout de suite, tant mieux. Si ça corrige un peu plus, c'est que là, on est rejeté avant de bien évidemment venir prendre la liquidité sous ce point-là et qu'on vient ici réparer un petit peu on va dire punir un petit peu les longueurs agressives qui sont rentrées sur ce mouvement, et je pense que quelque part entre 31 et 38 on aura la réponse, et que là on rebondit et qu'on casse cette traîne de distribution, on est peut-être sur un flag, sous-entendu on refait la même chose au départ du bas du flag, c'est-à-dire en gros ici si je vous donne la target, et là vous comprenez qu'on est très early pour en parler, mais en gros ça nous donnerait une target autour de 32,5 sur BTC. Néanmoins, on va surveiller cette 1 heure. On va la labeller en 1 heure d'ailleurs. On va surveiller cette 1 heure, voir si elle casse et si tout se passe bien de ce côté-là. En ce qui concerne Ethereum contre BTC, vous voyez que sur la journée d'hier, on va se mettre en 4 heures, ça va être un petit peu plus simple peut-être. On a eu une très forte performance bien entendu d'Ethereum par rapport à BTC. C'était un petit peu ce qu'on attendait depuis cette zone ici de rechargement là, d'avoir un rebond dans la zone et éventuellement de repartir vers le haut. Je dirais que là-dessus, la question c'est est-ce que ce qu'on est en train de faire là c'est juste une structure corrective, on corrige une partie de la baisse qui a été faite ici, sur toute cette ligne là, vous voyez qu'on avait une très belle trend, donc ça c'est la première question, est-ce qu'on est juste sur un retracement haussier de toute cette baisse là, c'est à dire qu'il faudra faire attention
plus ou moins dans la zone des 0,618, c'est-à-dire autour de cette zone-là. Et personnellement, je dirais que cette trend va nous donner ici un bon signal si jamais on n'arrive pas à la passer et qu'on est rejeté là-dessus, que on va continuer la baisse peut-être plus bas. Si jamais on arrive à dépasser ici, faire un vrai W comme on veut, là vous voyez qu'on est en train de travailler la ligne de coup de ce W. À ce moment-là, déjà, ça nous donnera des targets un petit peu plus haut, à savoir les 0,067. En tout cas, ETH BTC se porte bien. Considérez ETH BTC à ce stade comme, on va dire, est-ce qu'on est risk-on ou est-ce qu'on est risk-off sur la crypto? On a fait une grosse période de risk-off, qui correspond ici à tout ce grand biseau qui est là. Si jamais on arrive ici à percer ce biseau et à passer au travers, comme ceci, target à minima retour en haut du biseau, donc les 0,85, une petite all season en préparation, d'accord? Ça c'est relativement important. Considérez ETH BTC comme est-ce qu'on est plutôt porté sur les alts, donc on risk on, ou est-ce qu'on est plutôt porté sur BTC, donc risk off. Ensuite, Ethereum USDT. Ethereum USDT, on a eu cette très jolie explosion haussière sur la cassure de la 4 heures, etc. On a maintenu cette trend-là qui va probablement ici être retestée dans le futur. Donc on peut repenser éventuellement à des 1950, voire un retest des 1920, qui pour moi était un support majeur ici, pour éventuellement derrière pouvoir s'extirper vers le haut. Ce qu'on peut voir ici, c'est que la liquidité a été prise au-dessus de ce point-là, qui était très important, qu'on n'arrivait pas à attaquer pour le moment. Donc on essaye d'attaquer ce niveau-là. Prochaine target, attaquer ce niveau-là. Ce qu'on voudrait éventuellement, bien évidemment, c'est donner raison à cet énorme biseau ici, c'est-à-dire un retour en haut de la structure. Et comme vous le savez, ici, on est sur du trade qui a comme target 2100 sur Ethereum, déjà à minima, et peut-être plus. On va descendre un petit peu dans les time frames, on va aller nettoyer un petit peu la chart. Donc vous voyez que cette 4 heures ici est perdue, on va bien vérifier qu'elle est bien perdue en 4 heures, oui c'est le cas. Donc du coup on peut l'effacer, je parle de celle-ci. La 15 minutes également a été prise, cette 4 heures là pour le moment elle tient, celle-ci elle n'a plus vraiment lieu d'être. On avait ici une potentielle épaule tête-épaule qui ne cassera pas, qui ne percera pas en bas puisqu'on a redépassé la tête. Et à ce stade, on peut essayer d'aller voir une autre 4 heures, voire même une daily. On va essayer d'avoir une time frame un peu plus grosse sur celle-ci, qui est donc d'une bougie d'accumulation ici à une bougie d'accumulation par là, qui est quasiment parallèle à la 4 heures, donc elle a assez peu d'intérêt ici à ce stade, et je pense que si ici je la mets en daily, on l'a cassé de ce côté-là, donc pas vraiment d'intérêt à mettre celle-ci pour le moment. Voilà, en tout cas, c'est relativement joli. On a ici, vous le savez, une target à peu près de 2250 sur cette épaule, tête-épaule inversée qui désormais a recassé vers le haut. Le niveau daily qui a été pris, c'est celui-ci, les 1920. Et pour le moment, en fait, si on regarde en daily, il faut absolument qu'on fasse une clôture au-delà des 1920, un petit peu comme le niveau que je vous ai montré tout à l'heure sur Bitcoin. Une clôture daily qui soit au-delà des 1920 pour continuer à assumer cette 4 heures en haussière. Mais globalement, à ce stade, vous voyez ce qu'on est en train de faire, c'est pas une certitude, mais c'est plus ou moins ce qu'on voit assez facilement sur la chart. Ici, on avait une trend de distribution qui a commencé à plier ici, et désormais, on est en train d'aplatir cette trend de distribution. Donc, les 2100, théoriquement, devraient être attaqués puisqu'on est en train d'aplatir une trend de distribution. Voilà, ça, c'est un premier TP à prendre, bien évidemment. Et derrière, aller chercher les targets un peu plus importantes, laisser courir son runner pour éventuellement aller chercher les targets un peu plus importants. Sur la stablecoin dominance, pas grand chose à dire, on est désormais sur support, il faut que ça casse aussi. Hop, ici. Donc en daily, on est sur ce support-là, on est redescendu au support précédent, et là c'est pareil, il faut absolument que sur le marché total, on arrive à casser le niveau qui est celui-ci, qui était, je vous le rappelle ici, la target d'un double sommet, il me semble. En tout cas, on l'avait mis ici comme une target. Et voilà, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à tenir également la 4 heures, etc. Trend de distribution en 4 heures aussi qu'on a ici. Et ce qu'on veut, c'est ne surtout pas trop rester accroché à, on va dire, une trend qui soit moins agressive que ce qu'elle devrait. En tout cas, il y a un niveau qui a été perdu, qui était important sur la stablecoin dominance. C'est globalement quelque chose qui était à peu près dans cette zone-là. Désormais, on rebondit sur le support qui est celui-ci. Ce qu'on veut, c'est enfoncer cette vallée-là, aller encore plus bas, de manière à atteindre notre objectif, ce qui, je vous le rappelle, était autour des 8% sur la stablecoin dominance. La stablecoin dominance est un excellent indicateur du cash en
crypto. Donc vous avez aussi cette idée de risk on, risk off. Nous, c'est ce qu'on veut savoir d'une certaine manière, c'est-à-dire est-ce que c'est plutôt le moment d'aller sur les alts ou est-ce que c'est plutôt le moment d'aller sur Bitcoin ou Ethereum, ou en tout cas de hedger son portefeuille sur des choses qui vont moins performer mais qui vont aussi moins corriger. Là où c'est intéressant, c'est que sur le Total 3, on est en train de casser une grosse traîne de distribution qui est historique depuis 2021. Et là, c'est pareil, il faut transformer l'essai. Il faut que ça soit pas juste une déviation. Pour moi, transformer l'essai, j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'hier, mais ça serait passé au-delà de ce niveau-là, qui jusque-là, pour le moment, nous a donné un rejet systématique sur dès qu'on a eu les retracements. Vous le voyez, à chaque fois, on se casse la tête sur ce niveau-là. Donc déjà, redépasser les 403 milliards de market cap sur le Total 3, qui correspond, je le rappelle, à la totalité des cryptos sans Bitcoin et Ethereum, sera un excellent indicateur également que le marché accepte de repasser risk on et que donc du coup on rentre dans une alt season. Pour moi là c'est alt season, pour moi là c'est on sait pas, d'accord, entre ces deux bornes là pour le moment on ne sait pas, et ça dure depuis novembre 2022 maintenant, où on a des petits pumps sur les alts mais on n'a pas l'alt season qu'on attendrait éventuellement. Donc je serai extrêmement méfiant quand le Total 3 arrivera sur ces niveaux là. Par contre je serai extrêmement confiant une fois qu'on aura dépasser et retester ce niveau-là pour éventuellement une structure de retournement, un W weekly assez énorme sur les alts, qui lui nous donnerait bien évidemment la structure qu'on attend. C'est pour ça que je disais ici que c'était des excellents endroits pour éventuellement racheter de l'altcoin, parce que tout simplement c'était ce qu'on avait dans les charts. Voilà pour l'analyse technique. Maintenant, on passe à la partie news. J'ai pas extrêmement de news autre que, et je vous renvoie vers la vidéo d'hier, pour ceux qui ne l'ont pas vu, la victoire effectivement de Ripple sur la SEC. Pourquoi c'est important cette victoire? Parce que tout simplement, dans le passé, les États-Unis, on va reprendre depuis le début pour bien comprendre pourquoi c'est important. Dans le passé, aux États-Unis, vous aviez les chemins de fer et l'agriculture. En gros, au tout début des États-Unis, au moment où la bourse a été créée, en gros, c'était comme ça que était plus ou moins structuré le marché. Vous n'avez pas grand-chose d'autre sur investir que les chemins de fer. À l'époque, il y avait déjà un bureau pour les commodities, donc les matières premières, donc l'agriculture, le pétrole, ce genre de choses. Et d'un autre côté, on a décidé, parce qu'il pouvait y avoir des gens qui essayaient de drainer des investisseurs finalement en faisant une forme d'arnaque, on a décidé de créer un bureau spécifique pour les chemins de fer, parce que c'était différent, c'était quelque chose sur lequel vous alliez investir sur une industrie, et il y avait forcément derrière une équipe, etc., et une personne qui pouvait éventuellement être malicieuse. Donc il fallait faire des dépôts avant de pouvoir mettre des contrats d'investissement sur le marché. Il fallait faire des dépôts d'abord et expliquer ce qu'on allait faire, etc. Il y avait un certain nombre de règles qui étaient beaucoup plus contraignantes que si vous vendiez sur le marché, par exemple, des oranges. Et pourquoi je parle d'oranges? Parce que en 1933, donc on écrit une loi qui s'appelle le Securities Act et qui définit très exactement ce qu'est une security, etc. Bien évidemment, ça date de bien avant la création de la SEC et la création du CFTC, donc le Bureau des commodités et le Bureau des securities. Et derrière, en 1933, on crée le Securities Act qui définit tout simplement ce qu'est une securities. On va avoir dedans des stocks, des bonds, on va avoir des tas de choses qui vont être sous législation de la Fed, sous la juridiction et sous la compétence juridictionnelle de la SEC. Pourquoi de la SEC? Parce que, tout simplement, eux doivent vérifier que vous n'êtes pas malicieux en tant que créateur d'entreprise et que vous n'êtes pas en train d'essayer de flouer les investisseurs. Donc le but de la SEC, c'est tout simplement de vérifier les contrats d'investissement avant qu'ils soient mis sur le marché. Pourquoi c'est important pour la crypto? Parce que toute la crypto s'est développée à vitesse grand V, et c'est important pour la crypto au sens où il y a eu il y a eu énormément de contrats d'investissement qui ont été mis sur le marché finalement sans l'aval de la SEC, et parce que la crypto est allée très vite, etc. Et donc du coup, quelque part, depuis désormais 2018, un moment où il y a eu un petit peu un virage là-dessus, parce que tout simplement la crypto, après le bull market de 2017, a commencé à prendre une place et on a vu qu'elle allait rester. Et en l'occurrence, en 2018, ce qu'il se passe, c'est que on a un discours d'une des personnes qui était extrêmement influente à la Fed, qui dit qu'effectivement Bitcoin n'est pas une security et que Ethereum n'est probablement pas une security non plus.
Donc tout ça fait se dire à la plupart des altcoins, bon bah c'est bon, la crypto n'est pas considérée comme une security, on va pouvoir mettre nos altcoins, etc. sur le marché, et c'est l'époque, vous vous rappelez, où il y a eu énormément d'altcoins qui ont été créés suite tout simplement au bull run de 2017. Derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a Gary Gensler qui arrive, etc., et qui fait des procès à tour de bras en disant, bah non, en fait, vous n'étiez pas, vous êtes effectivement des securities, vous êtes des contrats d'investissement. Comment s'était posé la question en 1933, donc vous avez le Securities Act, et en 1946, on a un premier contrat d'investissement un petit peu bizarre, et on a un gros procès qui est le procès de Howey. Donc Howey est une firme en Floride qui, au lieu de mettre des oranges sur le marché, c'est une firme donc, qui est productrice d'agrumes. Au lieu de mettre des oranges sur le marché, je sais plus si c'était des oranges ou des citrons, mais bon bref, au lieu de mettre des oranges, dit à des investisseurs, eh bien vous allez pouvoir investir dans un lopin de terre qui lui-même va produire des oranges, et du coup, au travers de ce lopin de terre, vous allez pouvoir tout simplement avoir un rendement annuel qui va vous permettre d'avoir en permanence une appréciation en fonction du cours de l'orange, bien sûr, mais en gros, vous allez avoir une propriété sur un petit lopin de terre. Et ça, c'est important parce que ça a créé une jurisprudence. La SEC a attaqué la firme Howey, et elle leur a dit, non, en fait, ce que vous êtes en train de vendre, là, c'est un contrat d'investissement, donc vous auriez dû faire un dépôt auprès de nous, etc., et vous auriez dû tout faire en amont pour que nous, on vérifie que ça soit OK. Et donc, du coup, ce que vous êtes en train de faire, c'est un contrat d'investissement. Le cas se gère à la cour du district, ensuite ça monte, et petit à petit, en fait, on a un jugement qui est rendu par la Cour suprême. La Cour suprême aux États-Unis, c'est tout simplement l'instance la plus haute, et c'est celle qui décide eh bien, de quel jugement doit être rendu. À l'époque, le jugement qui est rendu et les conclusions du juge en 1946, donc au moment de ce gros procès qui est celui de la firme Howey, la Cour dit, en fait, pour moi, voilà comment je vois les choses. On a un investissement d'argent, il y a une somme qui a été mise au départ. On a une entreprise commune, une entité derrière, voilà, il y a un promoteur, si vous voulez. On a une attente de profit. Et ça c'est normal, c'est le rendement que vous allez avoir grâce à votre petit lopin de terre qui produit des oranges. Et puis on a l'effort des autres, et ça c'est très important, l'effort des autres qui dit tout simplement c'est pas moi qui vais travailler, donc du coup j'ai mis de l'argent, c'est pas moi qui fais le travail derrière, mais du coup j'ai ce contrat d'investissement qui est défini par le procès Howey, et ensuite la jurisprudence fait que à chaque fois qu'on ne sait pas si quelque chose est une commodity ou si quelque chose est une security, on utilise ce Howey test. Et là où je veux mettre le doigt sur quelque chose d'important, c'est que dans le jugement qui a été rendu contre XRP, enfin plutôt en faveur de XRP en l'occurrence, effectivement, le juge a dit XRP, quand il a été vendu sur des exchanges, donc après leur ICO, etc., n'est pas une security. Donc désormais, tout ce qui est sur XRP n'est pas une security. Par contre, une ICO donc une ICO, c'est Initial Coin Offering, c'est-à-dire une ICO répond à ces 4 critères. Voilà, si vous voulez. Là où c'est extrêmement important de le comprendre, c'est que il y aura probablement dans le futur des amendes pour toutes les ICO qui ont été faites, mais une fois que les coins ont été mis sur les exchanges et qu'ils se sont échangés tout simplement entre les protagonistes sur un exchange, au travers d'un carnet d'ordre, on estime que tout ça ne correspond pas au WITES. Pourquoi ? Une ICO, on va dire que vous avez les 4 critères. Pourquoi ? J'investis de l'argent, effectivement, pour une entreprise, donc il y a une entité derrière, c'est relativement centralisé, ça va bénéficier à certaines personnes. En fonction de ça, j'attends effectivement du profit, c'est pour ça que j'investis de l'argent, et ce, avec l'effort des autres. L'effort des autres, qu'est-ce que c'est ? En l'occurrence, parfois ça peut être le minage, parfois ça peut être... Il y a des gens qui vont travailler derrière pour faire monter tout simplement la sauce de ce fameux projet. En l'occurrence, pourquoi le juge a dit que tout ce qui était sur les exchanges n'était pas une commodity ? D'abord parce que
Ils ont considéré que Ripple était suffisamment décentralisé suite à l'ICO pour tout simplement ne pas constituer une entreprise commune. À chaque fois que je vais, on va dire, acheter ou vendre du XRP, à ce moment-là, je ne suis pas dans l'entreprise commune. Et en gros, d'une certaine manière, le juge, donc hier, quand il a rendu son jugement, a dit... Les ICO ont probablement été des moments, entre guillemets, qui correspondaient au test de oui. Sous-entendu, j'achète peut-être du code, même, c'est une forme de ce que je vais acheter dans une ICO, je sais qu'il y a des développeurs qui vont travailler sur un projet, donc j'achète du code, un petit peu comme un Lopanter vous aviez dans l'histoire de OI. Et ensuite, j'en attends, bien évidemment, grâce à l'effort des autres, un profit, et notamment une entreprise derrière. Donc ici, il faut bien comprendre que c'est relativement historique, le fait que le juge ait tranché les choses comme ça. Il faut comprendre également que ça va probablement être mis en appel, etc. Toutes ces choses-là. Donc c'est une excellente nouvelle à court terme, mais ça ne veut pas dire que le test de oui est invalidé. Le juge s'est basé sur le test de oui pour donner son jugement. En revanche, il a considéré que tout ce qui avait été fait après l'ICO ne correspondait tout simplement pas aux critères du test d'OI. J'espère avoir été clair sur l'histoire, c'est bien de comprendre ces choses-là, parce qu'il y a énormément de coins qui ont fait des ICO, je pense qu'Ethereum en fait partie d'ailleurs, et qui vont soit probablement payer des amendes pour ne pas avoir tout simplement donné d'abord leur avis. Par contre, ça aurait été extrêmement compliqué que à chaque fois que sur un exchange vous investissiez sur un coin, vous signiez toutes les décharges qui font que vous comprenez que ce en quoi vous investissez est bien un contrat d'investissement. Donc, d'une certaine manière, les États-Unis, qui n'est pas un pays de droit écrit, qui est un pays de droit qui s'écrit au fur et à mesure par les jurisprudences, et c'est comme ça qu'ils ont cette dimension assez libertarienne derrière, contrairement à l'Europe, qui est un pays de droit écrit, où nous, on a quelque chose, vous le voyez ici par exemple, nous, on a sorti MiCA, on a dit, oula, il y a un truc un peu nouveau, on va légiférer dessus, et puis ensuite, on verra comment ça se passe. Donc, est-ce que cette législation va rester en place, et est-ce qu'il n'y aura pas de législation sur les altcoins et sur les coins d'une certaine manière aux États-Unis, quelque chose qui nous dit bien la ligne rouge entre commodities et securities, c'est ça, ou même tout simplement les assets digitaux ne sont ni commodities ni securities, ce sont des assets digitaux et du coup on va faire une législation spécifique. La réponse est pour le moment on ne sait pas. Théoriquement, il y a des choses qui vont sortir actuellement et qui vont donc bientôt une législation aux États-Unis qui va se faire de toute manière et qui va peut-être ici donner autre chose que ce qu'on a eu là. Par contre, derrière, si la législation se fait, il y aura toujours quand même ce jugement qui a été rendu qui pourra éventuellement donner quelque chose. Ce jugement n'est pas un jugement qui est rendu par la Cour suprême, donc on n'est pas sur l'instance juridique maximum, donc c'est une victoire court terme, mais ça n'est pas non plus la panacée. Il ne faut pas se dire que ça y est, toutes les alts sont des securities, toutes les alts sont des commodities, quoi qu'il arrive, parce que ce n'est pas le cas. Je voulais vraiment ici débriefer la chose. La juge a dit on utilise toujours le test de OI parce que c'est ce que nous dit la jurisprudence depuis toujours. Un achat de coin sur un exchange par une personne, c'est ok pour dire que ça ne correspond pas au test de OI. En revanche, tous les achats OTC et toutes les ICO correspondent à des contrats d'investissement. Donc on aura probablement pour les professionnels, ceux qui peuvent échanger OTC, et pour les professionnels, ceux qui participent généralement aux ICO de base, ce qu'on appelle les crypto ventures, un resserrement de la législation pour tous les nouveaux projets, puisque le juge nous a dit qu'il fallait effectivement considérer que c'était des securities au sens du test de OI. Donc on n'invalide pas le test de OI, et ça aurait été une encore plus grande victoire de dire non mais les cryptos c'est encore autre chose, etc. Le juge n'avait pas à faire ça, le juge avait à regarder la jurisprudence précédente et dire est-ce qu'on est dans les critères du test de OI ou pas. Ripple avait proposé d'autres tests, ils avaient montré d'autres tests de décentralisation. Sur la crypto, il y a quelque chose qui s'appelle le coefficient de Nakamoto qui peut également déterminer si une altcoin est suffisamment décentralisée ou pas à un instant T pour dire que c'est une commodity ou une sécurité. Il y a eu des tas de choses qui ont été proposées. On a beaucoup de cryptos, dont notamment Solana, c'est le cas de Solana, qui sont énormément décentralisés depuis quelques années en vue de cette législation, en se disant il va falloir que de toute façon on soit un peu dans les clous de ce qu'il faut faire. Donc du coup c'est une très bonne
bonne chose que les altcoins se décentralisent, entre guillemets. Ça, c'est la première chose, elle est vraiment importante. Deuxième chose, on peut considérer de facto que Bitcoin n'est pas une commodity parce qu'il n'y a pas de common enterprise. Personne ne sait qui est Satoshi Nakamoto. Il y a une fondation qui est open source derrière, etc. Donc tout ça ne profite pas à quelqu'un. Ethereum, c'est un petit peu différent. Il y a effectivement l'Ethereum Foundation, etc. Mais un des soucis qu'il y a, notamment, c'est que depuis qu'on est passé au stacking, on a effectivement cet effort of others, c'est-à-dire les gens qui stackent attendent. Donc, est-ce que le stacking va devenir une security, c'est-à-dire est-ce que désormais quand vous allez stacker vos cryptos, vous allez devoir répondre à tous ces disclaimers, etc. Et est-ce que ceux qui proposent du stacking vont devoir tout simplement dire attention, ceci est un contrat d'investissement et ainsi de suite, et du coup on aura toute une législation qui va être beaucoup plus compliquée sur tout ce qui est DeFi et stacking. Je pense que ça sera le cas. En tout cas, extrêmement intéressant toute cette idée tout simplement que le test de Week continue à jouer et qu'on est juste sur une jurisprudence qui a été jugée comme telle. On continue sur la liquidité. J'en profite pour vous dire, j'oublie à chaque fois de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, éventuellement de venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Le petit like aussi, ça doit être systématique parce que c'est ça qui pousse les vidéos vers le haut. Et plus de viewers, c'est-à-dire plus de temps pour moi, c'est-à-dire plus de possibilités de faire des vidéos cool. On passe désormais sur ça, je le dis rapidement, pour ceux qui avaient des fonds sur FTX, il y a une plateforme qui vient d'être mise en ligne. Vous allez vous loguer dessus très exactement comme vous le faisiez sur FTX, et du coup vous allez remplir ici tous ces KYC, etc. Et vous allez vérifier que les comptes sont bien ceux que vous aviez sur FTX, et ensuite valider votre claim, c'est-à-dire dire bon bah oui effectivement on est bien sur les bons niveaux de crypto que vous aviez dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir, je mettrai le lien sur le Discord et je le mettrai bien évidemment également en description de la vidéo si jamais j'y pense. Je suis pas toujours très bon là-dessus. Liquidité, 308 millions de liquidés hier, donc une très belle journée, tout simplement parce que il y a eu du monde. Vous voyez qu'on liquide principalement du short, bien évidemment, l'action de prix est haussière, et vous voyez que les gros liquidateurs sont BTC et que XRP intervient devant ETH. XRP nous a donné hier, alors je sais plus où est le un volume daily qui était absolument faramineux. Vous le voyez, de 613 millions à 11,2 milliards juste sur la journée du 13 au 14. On va regarder le carnet d'ordre. Carnet d'ordre sur BTC, vous voyez que c'est pas mal parce que beaucoup d'ordres à la vente ont été pris ici sur cette montée, mais qu'on a beaucoup d'ordres qui se sont faxés à l'achat pendant la montée sur un retracement. Beaucoup de monde qui voudrait acheter ce retracement, et dans la descente ici, assez peu d'ordres qui se sont mis. Donc ça nous dit un peu ça nous en dit un peu long sur le sentiment. Derrière, les marchés en levier, je fais ici juste un refresh. Les marchés en levier dans lesquels on explose tous les niveaux de short qui étaient plus hauts. On vient chercher ici la barre des 31,7. Comment s'est faite cette explosion? Vous voyez que depuis qu'on avait fait la vidéo, donc je pense que c'était par ici, on a eu énormément de longues ici, donc on a effectivement, le prix augmente, donc c'est normal que le funding augmente. On va regarder si le nombre de contrats en circulation augmente également. Oui, on a probablement ici du long qui est rentré sur ce mouvement. On peut estimer que ici, dans cette zone à peu près, on a un point de long à prendre dorénavant. Je peux effacer celui-ci. Hop, et celui-là. Derrière, on recommence, on latéralise, donc on a encore du long. Ici, vous voyez que le prix plombe fortement, et là, c'est une vraie anomalie. Et par contre, j'ai un funding qui latéralise, sous-entendu, le point des 31 000 représente vraiment un point assez conséquent à venir prendre, puisque là, on a une anomalie. Donc là, derrière, le prix qui plombe ici, et ici, malgré l'augmentation du prix, j'ai une diminution du funding, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que tout simplement, le point qui est là a lui-même été shorté.
Point qui est shorté ici, et ensuite le prix diminue mais le funding augmente, donc on a à nouveau un nouveau point à venir prendre à peu près dans cette zone là au niveau des longueurs. Donc attention, il y a du monde dessous et il y en a de plus en plus, donc on peut s'attendre ici à ce qu'on corrige une partie tout simplement de cette poussée haussière. Là où c'est intéressant, c'est qu'on a une énorme demande au spot qui est intervenue. Vous voyez ici que par plusieurs fois le spread est passé positif, et moi c'est des moments que j'aime bien. J'aime bien dans ces moments-là parce qu'on peut mettre de côté un petit peu la liquidité. On peut se dire ah c'est intéressant, mais d'une certaine manière il y a une forme de FOMO qui se crée. Et donc du coup ça, malgré des gros niveaux de long en dessous, on peut peut-être estimer que finalement on va accepter d'avoir un funding positif assez important pendant un certain temps parce qu'il y a une vraie demande au spot d'un côté, des spreads qui passent positifs un petit peu. Et voilà, cette idée que, vous voyez que le funding il est à 0,122, c'est un niveau nominal qui est fort, mais pas non plus incroyable. Donc on pourrait avoir une poussée supplémentaire à partir du moment où on a corrigé un point ou deux là, de cette montée, où on a corrigé, encore une fois, les longueurs retardataires. Ethereum, USDT en perp. Sur Ethereum, donc les marchés en levier. Bah là du coup ça a poussé encore plus fort, c'est venir chercher un petit peu tous les niveaux. Vous voyez que j'ai pas grand chose moi en niveau d'ici les 2100 derrière, donc on va regarder comment c'est fait cette montée. Énormément d'open interest, vous le voyez ici, énormément de hausse de funding également, donc vous comprenez ici que ça veut dire qu'on avait vraiment ici pas mal de monde qui était en longue. Là où c'est intéressant, c'est que à partir de là, où ici j'ai quand même du gros point de long, on va enlever les autres niveaux précédents. Donc là, j'ai un point de longue à prendre, en rouge. Ici, j'en ai un également, à peu près au début du mouvement. Hein. Et ensuite, vous voyez ici, explosion de l'open interest. On explose la borne haute, là où Bitcoin, on ne l'a pas explosé. On accepte ici, et derrière, le prix diminue un peu au départ avec le funding. Donc là, il n'y a rien d'inquiétant. Ici, on a du short, donc peut-être que le top a été très légèrement shorté. En fait, c'est un petit peu la même structure hein, en termes d'open interest que Ethereum. Et puis derrière, le prix diminue, mais là j'ai une augmentation du funding, donc on avait un point de long à prendre. Ici, le funding diminue avec le prix, donc pas vraiment d'anomalie. Et là j'ai une réaugmentation, donc c'est un peu la même chose que sur Bitcoin. On a également un petit point à prendre ici chez les longueurs. On va aller voir désormais les poches de liquidité. Poches de liquidité qui se sont bien remplies du côté des longueurs, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'on clôture du short, hein, donc l'action de prix fait que bien sûr le delta augmente du côté des shorts, et en même temps on rajoute pas un nombre incroyable de shorts par-dessus, mais derrière on a du longueur qui rentre. Si on devait regarder un petit peu plus en détail, la correction, j'ai le sentiment en tout cas que elle doit peut-être venir faire un tour sous les 31 et potentiellement 35. En tout cas, on voit ici que c'est assez chargé en liquidité de ce côté-là. On a cette grosse position ici qui s'est fait sortir directement. Hein. Vous le voyez ici, on est retardataire sur la montée. On a au départ des positions juste avant le pump. Ici, un premier retracement assez important. Et puis, vous le voyez à 16h25 UTC, le prix part assez fortement vers le haut. Sur Ethereum... Sur Ethereum, on a désormais 10 milliards, je crois, hein, sur les 5 derniers jours, en position leveragée, 10,5 milliards. Vous voyez qu'Ethereum a assez peu corrigé ce mouvement. On a assez peu de shorters ici qui se sont présentés sur la zone, parce qu'on a une belle demande au spot. Pour le moment, ça corrige pas non plus énormément. Mais vous voyez qu'on a corrigé les grosses positions quand elles se sont ouvertes. D'une certaine manière, passer sous les 1920, pour le coup, venir faire une mèche sur les 1900 ne serait pas une mauvaise chose. Voilà, on a peut-être des choses à venir prendre de ce côté-là. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir ici sur, bien évidemment, iBlock. Ici, vous voyez qu'on a plus sur les 12 dernières heures de longueur que de shorter, mais on a quand même un petit peu de shorter. Là, 7 jours que moi j'aime beaucoup.
La 7 jours, eh ben, on a pris désormais tout ce qu'il y avait à prendre sur la 7 jours, en tout cas proche du prix, donc attention à ça. Et vous voyez que désormais, on s'est bien fourni ici dans la zone qui est entre les deux. Et on a également, je trouve en tout cas, un petit tour à venir faire sous les 30 ne serait pas aussi une mauvaise chose. Donc ce qu'on voit sur la 7 jours, c'est que on a bien chargé en bas ici. On peut laisser gagner ces mecs-là si c'est pas incroyable non plus. On va voir sur le 1 mois pour vraiment avoir une idée un petit peu de ce que ça représente. Puisque la 7 jours, vous comprenez qu'on est pile dans la news. Là, 1 mois, on est beaucoup moins dedans. Sur la 1 mois, vous voyez que ça correspond à peu près à la zone des 33-34 également. Donc, si on suit la 1 mois, on peut se dire que ça peut pousser plus. Si on suit la 7 jours, et moi j'aurais plus tendance quand même à suivre la 7 jours en termes de liquidité, on voit que ce mouvement est peut-être fini, il a besoin de reprendre du jus, et peut-être reprendre du jus, ça veut dire aller chercher un petit peu sous l'eau, aller mettre sous l'eau un petit peu du monde, de manière tout simplement derrière, eh bien, à prendre la partie opposée du train. Ici on voit sur Ether qu'on avait pas mal de longues, mais ils sont en train d'être corrigés quand même assez fortement. Ici sur, je trouve sur Ether en tout cas, les gagnants c'est ceux qui ont plus ou moins shorté les 2000. Maintenant, donc on s'attend quand même peut-être à un mouvement de retracement. On va voir qu'est-ce que vont nous donner les news. Vous voyez que sur Ether, sur la 7 jours, par contre, on aurait un petit tour à venir faire autour de 2100. Ether n'a pas tout nettoyé. Et donc là, si on a encore un mouvement, ça pourrait être peut-être pas mal. Néanmoins, sur la 7 jours, on voit que pour Ether, venir faire un tour sous les 1008 ne serait pas non plus une mauvaise chose. On voit qu'on a assez facilement traversé toute cette zone. On a tutoyé celle-ci. Maintenant, voilà, on va voir ici ce que ça donne. Juste pour mettre en proportion, encore une fois, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de monde qui soit en levier conséquent sur la 1 mois, mais pour mettre en proportion, vous voyez que en gros, Ether, ça serait plutôt 2100 encore une fois, et là il y a beaucoup de valeur depuis 1 mois qui s'est accumulé au-delà des 2100, et pas mal de valeur également sous les 1008. On va retourner sur le prix et faire la conclusion de la vidéo. On va redescendre peut-être un peu plus sur les time frames, on était là sur la 1 heure. Et peut-être également essayer de faire un petit peu de chartisme, comment se fait ce mouvement, qu'est-ce qu'il se passe. Donc soit on flag et en gros on revient prendre ici sous les 31 quelque chose, et puis derrière on continue le mouvement parce que la demande au spot est belle, soit on ne met pas en place ce flag et on a encore une poussée pour prendre un petit peu de liquidité ici sur la structure, et derrière en fait on a un retournement, c'est-à-dire probablement un double top. Si jamais on faisait un double top, ça voudrait dire tout simplement potentiellement se rebattre à nouveau avec la structure, revenir faire un tour sur la 4 heures qui est celle-ci. D'accord? Et donc ne pas sortir de ce range tout de suite. C'est-à-dire que vous comprenez ici, on s'attendrait plutôt à réintégrer le range et éventuellement à peu près vers la mid-range ou dans ces eaux-là, autour des 30 500, et bien reprendre le jus pour remonter. La demande au spot en tout cas est très belle, et ça c'est une chose qui peut relancer la demande au spot, ce jugement. La structure, on a pour le moment toujours un range. Ce qu'on veut, c'est effectivement clôturer au-delà des 31 et éventuellement nettoyer jusqu'à 38, ça serait pas mal, et 30,8 et repartir. Si on n'y arrive pas, ça nous donnera une direction 30,5 et repartir. Est-ce qu'il est possible de repartir tout de suite? Oui, mais le problème que ça pourrait poser, on va dire, c'est que ça serait juste une prise de liquidité au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on sortirait uniquement les shorters sur le dernier mouvement, ce qui, à mon avis, là ici, le mouvement doit recharger un petit peu, il doit temporiser un petit peu plus. Donc voilà l'idée. Là où ça serait magnifique, c'est si jamais on arrivait à tenir les 31 000 sans même venir les attaquer. Ça signifierait que tout est racheté au spot. Vous comprenez ici que ça voudrait dire que au niveau des 31, tout est racheté. Donc là, ici il y a de la demande, mais elle sera jamais file parce que tout le monde veut racheter les 31. Et là, ça voudrait dire qu'on pourrait sortir de ce mouvement vers le haut. Comprenez bien ici que c'est un combat entre le spot et les dérivés, sous-entendu les marchés en levier et les marchés au spot. Et comprenez bien ici que l'analyse ici de ce qu'il se fait en termes de demande et de carnet d'ordre, puisque le carnet d'ordre est public, le carnet d'ordre ici est plutôt en train de nous dire qu'effectivement c'est quelque chose qui pourrait éventuellement se mettre en place. L'analyse également du CVD au spot, qu'on va regarder sur BTC USDT Perp. Et comprenez également que quand on regarde BTC, on regarde quand même tout le marché, hein, d'une certaine manière, c'est pour ça qu'on regarde le papa. Vous pourrez regarder éventuellement sur des time frames plus importantes que ce retour de demande au spot, et c'est 3 fois rien en fait en réalité. Vous voyez que la déclinaison ici depuis le 26 juillet, même si je vous mets en 12 heures, vous allez voir la trend globale. Je pense que c'est en 12 heures qu'elle y est, ouais, voilà.
Ouais, c'est ça. Hop, on va faire comme ça. Voilà, ça c'est la demande au spot. Vous comprenez qu'on est là. Ok. Bien évidemment, tout ça peut être relancé, mais on a besoin au spot d'avoir plus de gens qui tout simplement veulent du BTC, veulent en acheter. Le vrai lancement d'un bull run éventuel ne se fera, enfin ne pourra se faire que si on revient attaquer cette trend et qu'on la casse. D'accord? Là, vous aurez vraiment le signal comme quoi on est à nouveau en bull run, que ce soit sur BTC ou sur les alts ou quoi que ce soit d'autre. Comprenez bien que là, ce qu'on regarde, c'est une Bitcoin season et que pourtant, depuis désormais juin 2021, on a une décrépitude de la demande au spot et que ce qu'on est en train de regarder là c'est tout simplement juste un tout petit point. Est-ce qu'on va juste venir la retester? Ça serait déjà une bonne chose, ça voudrait dire que oui, il y a quand même et là comprenez bien également qu'on regarde depuis 2021, donc du coup on n'a pas toute l'antériorité, on va dire. Voilà, si je vous mets depuis... Et je crois pas qu'on puisse aller au-delà du daily sur Coinalyze. Voilà, ici on pourrait voir même depuis le mars 2020 une déclinaissance de la demande au spot tout simplement, et derrière vous le voyez, on est ici sur des niveaux qui sont tout simplement sporadiques. Je sais pas s'il y a le weekly. Ouais. Ah, mais on n'a pas de data depuis avant 2019, ça c'est dommage. Et si on avait de la data sur avant, ça serait vraiment intéressant parce qu'on pourrait établir des points, enfin on pourrait vraiment... Le CBD réagit également en fonction des bougies que vous regardez. Vous voyez ici que la structure s'est petit à petit un petit peu changée, mais on voit très bien également ici cette, encore une fois, non-demande pour du BTC finalement sur le marché spot. C'est-à-dire que ceux qui ont du Bitcoin les gardent, mais on a quand même ici une non-demande en ce moment sur fond de régulation, sur fond de taux d'intérêt, etc. Toutes ces choses-là, on est totalement sur une non-demande au spot sur ce qu'il est en train de se passer actuellement. Le moment où vous aurez ici quelque chose qui vient casser sa trend, et ben là, ça devrait être, pour moi, pour sûr en tout cas, pour moi, à mon sens, un signal de bull run relativement évident. Hop, on passe sur le 5 minutes. Donc, conclusion de la vidéo, c'est plutôt encourageant. Tout ça, c'est une très très bonne nouvelle. Je voulais quand même bien déterminer ici ce que ça signifie au niveau du test de oui, etc. Et toutes ces choses-là. Ça signifie aussi qu'il va y avoir des amendes quand même, etc. sur toutes les ICO qui ont été faites. Toutes ces choses-là. Donc ça, c'est important. Encore une fois, sur le 1 heure, c'est pas évident. Je pense pas qu'on ait un triangle ici. Enfin, en tout cas, c'est pas évident. On a pour moi plutôt ici un potentiel biseau qui est en train de se faire. Voilà, surveillez bien les taille frames un peu plus petites, on pourrait aller jusqu'au 15. Vous voyez que c'est assez propre également, ce rejet systématique par la 1 heure pour le moment. Le niveau qu'on ne veut pas attaquer pour le moment depuis qu'on a fait le mouvement, c'est celui-ci, enfin le niveau, on va appeler ça la vallée, quoi. La vallée qui ne veut pas être attaquée, c'est celle-là. Donc on veut ici faire un nouveau creux ascendant, tout simplement. L'idée, c'est de ne pas venir attaquer celui-ci. Pour le moment, en tout cas, ça tient. Donc ça, c'est un niveau en X minutes qui ne doit pas casser à ce stade, si jamais, pour les scalpers. Si jamais vous tradez en 5 minutes, c'est des niveaux sur lesquels vous souhaitez rentrer. Et la trend qui doit péter, pour éventuellement péter en haut, c'est plutôt la trend 1 heure. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. En l'occurrence, la question du jour, elle sera plutôt: est-ce que vous êtes plutôt eau gazeuse ou eau pétillante ? Nous, on a installé un truc super, c'est qu'on a l'eau pétillante au robinet. Donc du coup, c'est trop bien. J'ai pas besoin d'acheter des bouteilles d'eau. Moi, j'adore l'eau pétillante. J'ai pas besoin d'acheter des bouteilles d'eau pétillante. J'appuie sur un bouton et j'ai de l'eau pétillante directement au robinet. C'est trop bien, c'est la vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.